Chapitre 56. Ce jour-là, Oito était descendu dans l'œuf avec le nouveau matériel photographique qu'il venait de recevoir du Japon, en particulier des projecteurs à lumière cohérente, au moyen desquels il espérait éclairer la salle du moteur à travers la dalle transparente et la photographier. En s'arrêtant, le moteur du froid s'était éteint et la salle au-dessous de la dalle était devenue un bloc d'obscurité. La température avait rapidement monté. La neige et le givre avaient fondu. L'eau avait été aspirée. Le mur et le sol séchés à l'air chaud. Pendant que ses assistants suspendaient les projecteurs à de courts trépieds, Oito, machinalement, regardait autour de lui. La surface du mur lui parut curieuse. Elle n'était pas polie, elle n'était pas mate non plus, mais comme moirée. Il y promena le bout de ses longs doigts sensibles, puis ses ongles. Ils crissèrent. Il fit braquer un projecteur sur le mur en lumière rasante, regarda à la loupe, improvisa une sorte de microscope avec un téléobjectif et des lentilles. Il n'eut bientôt plus de doute. La surface du mur était gravée de stries innombrables, et chacune de ces stries était une ligne d'écriture Gonda. Les bobines de lecture de la salle des alvéoles avaient été décomposées par le temps, mais le mur de l'œuf, entièrement imprimé en signes microscopiques, représentait l'équivalent d'une bibliothèque considérable. Oito prit immédiatement quelques clichés, au grossissement maximum, en différents points du mur éloignés les uns des autres. 1 heure plus tard, il les projetait sur le grand écran. Lucos, très excité, identifia des fragments de récits historiques et de traités scientifiques, une page de dictionnaire, un poème, un dialogue qui était peut-être une pièce de théâtre ou une discussion philosophique. Le mur de l'œuf semblait être une véritable encyclopédie des connaissances de Gondawa. Un des clichés projetés comportait de nombreux signes isolés, en lesquels Lucos reconnut des symboles mathématiques. Ils entouraient le symbole de l'équation de Zoran. Fin du chapitre 56. Chapitre 57. Eléa se réveilla étendue sur un tapis de fourrure. Elle reposait sur une couche douce et tiède posée sur du rien. Elle flottait dans un état de relaxation totale. Elle avait été examinée de la tête aux pieds, pesée à 1 cellule près, nourrie, abreuvée, massée, compensée, bercée jusqu'à n'être plus qu'un corps de poids exactement voulu et de passivité parfaite. Puis Koban revenu lui avait expliqué le mécanisme de fermeture et d'ouverture de l'abri, en même temps qu'il lui administrait lui-même, en fumée à respirer, en huile sur la langue, en brouillard dans les yeux, en longue modulation d'infrasons sur les tempes, les divers éléments du sérum universel. Elle avait senti une énergie nouvelle, lumineuse, envahir tout son corps, le nettoyer de ses recoins de lassitude, l'emplir jusqu'à la peau, d'un élan pareil à celui des forêts au printemps. Elle s'était sentie devenir dure comme un arbre, forte comme un taureau, en équilibre comme un lac. La force, l'équilibre et la paix l'avaient irrésistiblement conduite au sommeil. Elle s'était endormie dans le fauteuil du laboratoire. Elle venait d'ouvrir les yeux sur ce tapis dans une pièce ronde et nue. L'unique porte se trouvait en face d'elle. Devant la porte, un garde-vert, assis sur un cube, la regardait. Il tenait du bout des doigts un objet de verre fait de minces tubes entrelacés en volutes compliquées. Les tubes fragiles étaient emplis d'un liquide vert. « Puisque vous ne dormez plus, » dit le garde, « je vous préviens. Si vous voulez essayer de sortir de force, j'ouvre les doigts. Ceux-ci tombent et se brisent, et vous vous endormez comme une pierre. » Eléa ne répondit pas. Elle le regardait.
Elle mobilisait toutes les ressources de son esprit en vue d'un seul but: sortir et rejoindre Païkan. Le garde était grand, large d'épaules, épais de taille. Ses cheveux tressés avaient la couleur du bronze neuf. Il était nu-tête et sans armes. Son cou épais était presque aussi large que son visage massif. Il constituait un dur obstacle devant la porte unique. Au bout de son bras musculeux, de sa main rude, il tenait cet objet infiniment fragile, obstacle encore plus solide. « Écoutez, Eléa, dit une voix. Païkan demande à vous parler et à vous voir. Nous le lui permettons. » L'image de Païkan se dressa entre elle et le garde. Eléa sauta sur ses pieds. « Eléa, Païkan !» Il était debout dans la coupole de travail. Elle voyait près de lui un fragment de la tablette et l'image d'un nuage. « Eléa, où es-tu? Où vas-tu? Pourquoi me quittes-tu? » J'ai refusé, Païkan. Je suis à toi, je ne suis pas à eux. Koban m'a obligée et ils me retiennent. Je viens te chercher, je briserai tout. Je les tuerai. Il brandit sa main gauche enfoncée dans l'arme. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas où je suis. Je ne le sais pas non plus. Attends-moi, je te reviendrai par tous les moyens. Je te crois. J'attends, dit Païkan. L'image disparut. Le garde, toujours assis, regardait Eléa. Debout, au centre de la pièce ronde, elle le regardait et l'évaluait. Elle fit un pas vers lui. Il saisit le masque qu'il portait en sautoir et se le plaqua sur le nez. « Attention, dit-il d'une voix nasillarde. Il remua légèrement, avec précaution, l'entrelacs fragile des tubes de verre. « Je te connais, dit-elle. Il la regarda avec surprise. « Toi et tes pareils, je vous connais. Vous êtes simple, vous êtes brave, vous faites ce qu'on vous dit, on ne vous explique rien. » Elle fit glisser l'extrémité de la bande bleue qui lui enveloppait le buste, et elle commença à la dérouler. « Koban ne t'a pas dit que tu allais mourir. » Le garde eut un petit sourire. Il était garde, il était dans les profondeurs. Il ne croyait pas à sa propre mort. Il va y avoir la guerre et il n'y aura pas de survivants. Tu sais que je dis la vérité. Tu vas mourir. Vous allez tous mourir, sauf moi et Koban. Le garde sut que cette femme ne mentait pas. Elle n'était pas de celles qui s'abaissent à mentir, quelles que soient les circonstances. Mais elle devait se tromper. Il y a toujours des survivants. Les autres meurent, pas moi. Maintenant sa taille était nue, et elle commençait à défaire la bande en diagonale de la taille à l'épaule. Tout le monde va mourir en Gandawa. Koban le sait. Il a construit un abri que rien ne peut détruire, pour s'y enfermer. Il a chargé l'ordinateur de choisir la femme qui l'enfermera avec lui. Cette femme, c'est moi. Sais-tu pourquoi l'ordinateur m'a choisie parmi des millions? Parce que je suis la plus belle. Tu n'as vu que mon visage. Regarde. Elle dénuda son sein droit. Le garde regarda cette chair merveilleuse, cette fleur et ce fruit, et il entendit le bruit du sang dans ses oreilles. « Tu me veux ?» dit Eléa. Elle continuait lentement de découvrir son buste. Son sein gauche était encore à demi cerné d'étoffe. « Je sais quel genre de femme l'ordinateur t'a choisi. Elle pèse 3 fois mon poids. Une femme comme moi, tu n'en as jamais vu. » La bande tout entière glissa sur le sol, délivrant le sein gauche. Eléa laissa ses bras pendre le long de son corps, les paumes de ses mains à demi tournées en avant,
les bras un peu écartés, offrant son buste nu, la splendeur vivante des seins mesurés pleins, doux, glorieux. Avant de mourir, tu me veux? Elle releva la main gauche et, d'un seul geste, fit tomber son vêtement des hanches. Le garde se leva, posa sur le cube le redoutable, fragile, menaçant objet de verre, arracha son masque et sa tunique. Assemblage parfait de muscles équilibrés et puissants. Son torse nu était magnifique. « Tu es à Païkan, dit-il. Je lui ai promis, par tous les moyens. Je t'ouvrirai la porte et je te conduirai dehors. Il ôta sa jupe. Ils étaient debout, nus, l'un devant l'autre. Elle recula lentement et, quand elle eut le tapis sous ses pieds, elle s'accroupit et s'allongea. Il s'approcha, puissant et lourd, précédé par son désir superbe. Il se coucha sur elle, et elle s'ouvrit. Elle le sentit se présenter, noua ses pieds dans ses reins et l'écrasa sur elle. Il entra comme une bielle. Elle eut un spasme d'horreur. « Je suis à Païkan, dit-elle. Elle lui enfonça ses 2 pouces à la fois dans les carotides. Il suffoqua et se tordit. Mais elle était forte comme 10 hommes et le tenait de ses pieds crochetés, de ses genoux, de ses coudes, de ses doigts enfoncés dans ses cheveux tressés. Et ses pouces inexorables, durcis comme de l'acier par la volonté de tuer, lui privaient le cerveau de la moindre goutte de sang. Ce fut une lutte sauvage. Enlacés, loués l'un à l'autre et dans l'autre, ils roulaient sur le sol dans tous les sens. Les mains de l'homme s'accrochaient aux mains d'Eléa et tiraient, essayaient d'arracher la mort enfoncée dans son cou. Et le bas de son ventre voulait vivre encore un peu, vivre assez pour aller au bout de son plaisir. Ses bras et son torse luttaient pour survivre, et ses reins et ses cuisses luttaient, se hâtaient pour gagner la mort de vitesse pour jouir avant de mourir. Une convulsion terrible le raidit. Il s'enfonça jusqu'au fond de la mort accrochée autour de lui et y vida, dans une joie fulgurante, interminablement, toute sa vie. La lutte s'arrêta. Eléa attendit que l'homme devint entre elles passif et pesant comme une bête tuée. Alors elle retira ses pouces enfoncés dans la chair molle. Ses ongles étaient pleins de sang. Elle ouvrit ses jambes crispées et se glissa hors du poids de l'homme. Elle haletait de dégoût. Elle aurait voulu se retourner comme un gant et laver tout l'intérieur d'elle-même jusqu'aux cheveux. Elle ramassa la tunique du garde, s'en frotta le visage, la poitrine et le ventre, la rejeta souillée et s'habilla rapidement. Elle s'appliqua le masque sur le nez, prit la fragile construction de verre et, avec précaution, poussa la porte. La porte s'ouvrit. Elle donnait dans le laboratoire où Eléa avait reçu la préparation. Le chef labo et 2 laborantins étaient penchés vers une table. Un garde armé était debout devant une porte. Il vit Eléa le premier. Il fit « Hé !» Il leva la main pour mettre son masque. Eléa jeta l'objet de verre à ses pieds. Il se brisa sans bruit. Instantanément, la pièce fut pleine d'une brume verte. Le garde et les 3 hommes en robe saumon s'affaissèrent sur eux-mêmes. Eléa se dirigea vers la porte et prit les armes du garde. Fin du chapitre 57. Chapitre 58. Je ne suis pas un adolescent romanesque. Je ne suis pas une brute congestionnée gouvernée par son estomac et son sexe. Je suis raisonnablement raisonnable, sentimentale et sensuelle,
et capable de maîtriser mes émotions et mes instincts. J'ai pu rapidement supporter la vision de ta vie la plus intime. J'ai pu supporter de voir cette brute se coucher sur toi et entrer dans les merveilles de ton corps. Ce qui m'a bouleversée, c'est ce que j'ai lu sur ton visage. Tu aurais pu ne pas tuer cet homme. Il t'avait dit qu'il te conduirait dehors. Peut-être mentait-il, mais ce n'est pas pour assurer ta fuite que tu l'as tué. C'est parce qu'il était dans ton ventre et que tu ne pouvais le supporter. Tu l'as tué par amour pour Païkan. Amour. Ce mot que la traductrice utilise parce qu'elle ne trouve pas l'équivalent du vôtre n'existe pas dans votre langue. Depuis que je t'ai vu vivre auprès de Païkan, j'ai compris que c'était un mot insuffisant. Nous disons je l'aime, nous le disons de la femme, mais aussi du fruit que nous mangeons, de la cravate que nous avons choisie. Et la femme le dit de son rouge à lèvres. Elle dit de son amant, il est à moi. Tu dis le contraire, je suis à Païkan. Et Païkan dit, je suis à Eléa. Tu es à lui. Tu es une partie de lui-même. Parviendrai-je jamais à t'en détacher? J'essaie de t'intéresser à notre monde. Je t'ai fait entendre du Mozart et du Bach. Je t'ai montré des photos de Paris, de New York, de Brasilia. Je t'ai parlé de l'histoire des hommes, de celle du moins que nous connaissons et qui est notre passé, si bref à côté de la durée immense de ton sommeil. En vain. Tu écoutes, tu regardes, mais rien ne t'intéresse. Tu es derrière un mur. Tu ne touches pas notre temps. Ton passé t'a suivi dans le conscient et le subconscient de ta mémoire. Tu ne penses qu'à t'y replonger, à le retrouver, à le revivre. Le présent pour toi, c'est lui. Fin du chapitre 50. Chapitre 59. Un engin rapide de l'université était posé sur le bras d'accostage de la tour. Les gardes qui en étaient sortis fouillaient l'appartement et la coupole. Sur la terrasse, près de l'arbre de soie, Koban parlait à Païkan. Il venait de lui expliquer pourquoi il avait besoin d'Eléa et de lui annoncer son évasion. Elle a détruit tout ce qui l'empêchait de passer, hommes, portes et murs. J'ai pu suivre sa trace comme celle d'un projectile jusqu'à la rue, où elle est redevenue une passante libre. Les gardes interrompirent Koban pour lui faire savoir qu'Eléa n'était ni dans l'appartement ni dans la coupole. Il leur ordonna de fouiller la terrasse. « Je me doute bien qu'elle n'y est pas, » dit-il à Païkan. « Elle savait que j'allais venir droit ici. Mais moi je sais qu'elle n'a qu'un désir, vous rejoindre. Elle viendra, ou bien elle vous fera connaître où elle est pour que vous la rejoigniez. Alors nous la reprendrons. C'est inévitable. Mais nous allons perdre beaucoup de temps. Si elle vous appelle, faites-le lui comprendre. Dites-lui de revenir à l'université. » « Non, » dit Païkan. Koban le regarda avec gravité et tristesse. « Vous n'êtes pas un génie, Païkan, mais vous êtes intelligent. Et vous êtes à Eléa. »« Je suis à Eléa, » dit Païkan. « Si elle entre dans l'abri, elle vivra. Si elle n'y entre pas, elle mourra. Elle est intelligente et résolue. L'ordinateur l'a bien choisie, elle vient de le prouver. Il se peut que, malgré notre surveillance, elle réussisse à vous rejoindre. Alors, c'est à vous de la convaincre de revenir près de moi. Avec moi, elle vivra. Avec vous, elle mourra. Dans l'abri, c'est la vie. Hors de l'abri, c'est la mort dans quelques jours, peut-être dans quelques heures. Que préférez-vous? Qu'elle vive sans vous ou qu'elle meure avec vous? » Ébranlé,
Torturé, furieux, Païkan cria: « Pourquoi ne choisissez-vous pas une autre femme ?» Ce n'est plus possible. Eléa a reçu la seule dose disponible de sérum universel. Faute de ce sérum, aucun organisme humain ne pourrait traverser le froid absolu sans subir de graves dommages et peut-être périr. Les gardes vinrent dire à Coban qu'Eléa n'était pas dans la terrasse. Elle est quelque part à proximité. Elle attend que nous soyons partis, dit-il. La tour restera sous surveillance. Vous ne pouvez pas vous réunir sans que nous le sachions. Mais si par miracle vous réussissez à le faire, rappelez-vous que vous avez le choix entre sa vie et sa mort. Coban et les gardes regagnèrent l'engin qui s'éleva de quelques centimètres au-dessus du bras d'accostage, tourna sur place et s'éloigna en accélération maximum. Païkan s'approcha de la rampe et regarda en l'air. Un engin frappé de l'équation de Zoran décrivait des cercles lents autour de la verticale de la tour. Païkan activa l'écran de proximité et le dirigea vers les maisons de loisirs posées au sol tout autour de la tour. Partout, il vit des visages de gardes qui le regardaient à travers leur propre écran. Il entra dans l'appartement, ouvrit l'ascenseur. Un garde était debout dans la cabine. Il referma la porte, rageur, et il monta dans la coupole. Il se planta debout, au milieu de la pièce transparente, regarda le ciel pur où l'engin de l'université continuait de tourner lentement, leva les bras en croix, doigts écartés, et commença les gestes de la tempête. Devant lui, assez haut, un petit nuage blanc joufflu naquit dans le bleu du ciel. Un peu partout dans le ciel de la tour naquirent des petits nuages blancs charmants, qui transformaient l'azur en un grand pré fleuri. Rapidement, ils se développèrent et se rejoignirent, ne formèrent plus qu'une masse qui s'épaissit et devint noire, et se mit à tourner sur elle-même en grondant de tonnerre prisonnier. Le vent courba les arbres de la terrasse, atteignit le sol, hurla en se déchirant sur les ruines, et secoua les maisons de loisirs. Le visage du chef de service apparut sur la tablette. Il semblait affolé. « Écoutez, Païkan, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce que c'est que cette tornade? Qu'est-ce que vous faites? Vous devenez fou ?» ?»« Je ne fais rien, » dit Païkan. « La coupole est bloquée. Envoyez-moi l'atelier vite, ce n'est qu'une tornade. Ça va devenir un cyclone. Faites vite. » Le chef de service cracha des mots désagréables et disparut. Le nuage tournoyant était devenu vert, avec de brusques illuminations internes pourpre ou mauve. Un bruit effrayant, continu en tombée vers la terre. Le bruit de 1000 tonnerres retenus. Une gerbe d'éclairs creva sa surface et frappa l'engin de l'université, qui disparut en une flamme. Dans le fracas qui suivit et ébranla la tour, Païkan descendit en courant vers l'appartement et la terrasse et plongea dans la piscine. Eléa était là, au fond, enfoncée dans le sable, le visage recouvert de son masque et dissimulé sous des algues. Elle vit arriver Païkan qui lui faisait signe. Elle jaillit alors de sa cachette et remonta avec lui à la surface. Des trombes d'eau tombaient du nuage, emportées par un vent tourbillonnant qui secouait les maisons de loisirs cramponnées à leurs ancres. Une rafale s'enroula autour de la tour et essaya de l'arracher. La tour gémit et résista. Le vent emporta l'arbre de soie qui monta, échevelé vers le nuage et disparut dans une bouche noire. Païkan avait entraîné Eléa dans la coupole. Le bas du nuage venait d'atteindre celle-ci et se déchirer sur elle. Mélange de vent hurlant, de brume opaque, de pluie et de grêle, illuminés par la succession des éclairs. Ils achevaient de boucler leur ceinture d'armes quand ils virent arriver l'atelier, qui colla son nez contre une glace de la coupole. Païkan ouvrit. 2 dépanneurs sautèrent dans la tour,
accompagnée par les hurlements et les canonnades de la tornade. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'un d'eux effaré. Au lieu de répondre, Païkan plongea sa main dans son arme et tira sur l'âme de la coupole qui résonna, gémit et s'écrasa. Il saisit Eléa, la projeta vers le nez ouvert de l'atelier, bondit derrière elle et décolla aussitôt, tandis qu'à grand-peine elle refermait la glace conique. L'atelier disparut dans l'épaisseur du nuage. C'était un engin lourd, lent, peu maniable, mais qui ne craignait aucune forme d'ouragan. Païkan brisa l'émetteur qui signalait sans cesse la position de l'appareil, tourna dans le nuage qui crépitait autour d'eux, et en gagna le centre qui se déplaçait vers l'ouest, suivant l'impulsion qu'il lui avait donnée. La coupole morte, il faudrait l'intervention des autres tours pour modifier le cours de la tornade et la neutraliser. Cela laissait assez de temps pour effectuer le début du plan que Païkan exposait à Eléa. La seule solution pour eux était de quitter Gondawa et de gagner Lamos, la nation neutre. Pour cela, il fallait rompre la piste, se poser et prendre un engin longue distance. Il ne pouvait en trouver un que dans un parking, dans la ville souterraine. Les engins de l'université n'oseraient pas se risquer dans un tel orage, de peur de voir leur champ de non-gravité perturbé et de tomber comme des pierres. Mais ils devaient faire bonne garde tout autour. Il fallait donc gagner l'emplacement d'un ascenseur en restant camouflé par le nuage et protégé par la ronde de la foudre. Païkan fit descendre l'atelier à la limite inférieure du nuage. Le sol, balayé par les torrents de la pluie, étincelait à 10 hauteurs d'homme à peine, sous la lumière des éclairs. C'était la grande plaine vitrifiée. Les derniers ascenseurs de Gonda 7 ne devaient pas être loin. Eléa en vit surgir un dans la brume. Païkan posa brutalement l'atelier. À peine au sol, ils en sortirent en courant et braquèrent sur lui leurs 2 armes à la fois. Le vent hurlant emporta sa poussière. C'était un ascenseur rapide qui gagnait directement la 5e profondeur. Cela n'avait pas grande importance. Chaque profondeur possédait ses parkings. Ils gagnèrent la cabine de soins express. Quand l'ascenseur s'ouvrit pour les laisser sortir, ils étaient lavés, séchés, peignés, brossés. Ils avaient payé avec leurs clés. Dans l'avenue de transport, la foule paraissait à la fois nerveuse et hébétée. Des images surgissaient partout pour donner les dernières nouvelles. Il fallait enfoncer sa clé dans la plaque son pour entendre les paroles. Appuyés à la branche élastique d'un arbre, sur la piste de grande vitesse, ils virent et entendirent le président Lokan faire des déclarations rassurantes. Non, ce n'était pas la guerre. Pas encore. Le Conseil ferait tout ce qu'il était possible de faire pour l'éviter. Mais chaque vivant de Gondawa était prié de ne pas s'éloigner de son poste de mobilisation. La nation pouvait avoir besoin de tous d'un moment à l'autre. La plupart des Gondas, hommes et femmes, portaient la ceinture d'armes et, sans doute, dissimulaient quelque part sur eux la graine noire. Les oiseaux ne connaissaient pas les nouvelles. Les oiseaux jouaient, en sifflant de plaisir à battre de vitesse la piste centrale. Eléa sourit et leva le bras gauche à la verticale au-dessus de sa tête, le poing fermé, l'index horizontal. Un oiseau jaune freina en plein élan et se posa sur le doigt tendu. Eléa l'amena à la hauteur de son visage et l'appuya contre sa joue. Il était doux et chaud. Elle sentait son cœur battre si vite qu'on eût dit une vibration. Elle lui chanta quelques mots d'amitié. Il répondit par un sifflement aigu, sauta du doigt d'Eléa sur sa tête, lui donna quelques coups de bec dans les cheveux, battit des ailes, et se laissa emporter par un vol qui passait. Eléa posa sa main dans la main de Païkan. Ils descendirent de l'avenue dans le parking. C'était une forêt en éventail. Les branches des arbres se rejoignaient au-dessus des files d'engins en stationnement.
Les pistes convergeaient vers la rampe de la cheminée de départ. De la cheminée d'arrivée, qui s'ouvrait au centre de la forêt, tombaient des engins de toute taille qui suivaient les pistes de retour pour gagner un abri sous les feuilles, comme des bêtes au repos après la course. Païkan choisit un 2 places rapides longue distance, s'assit dans un des 2 sièges, et Léa près de lui. Il enfonça sa clé dans la plaque de commande, attendant pour indiquer sa destination que le signal bleu de la plaque se mit à clignoter. Le signal ne s'alluma pas. Qu'est-ce qui se passe? Il retira sa bague de la plaque et l'enfonça de nouveau. Le signal ne répondit pas. Et c'est la tienne. Et Léa enfonça à son tour sa clé dans le métal élastique, mais sans plus de succès. Il est en dérangement, dit Païkan. Un autre vite. Au moment où il se levait pour sortir, le diffuseur de l'engin se mit à parler. La voix les figea. C'était celle de Koban. Eléa, Païkan, nous savons où vous êtes. Ne bougez plus. Je vous envoie chercher. Vous ne pouvez aller nulle part. J'ai fait annuler vos comptes à l'ordinateur central. Vous n'obtiendrez plus rien avec vos clés. Elles ne peuvent plus vous servir à rien. Qu'à vous signaler. Qu'espérez-vous encore? Ne bougez plus. Je vous envoie chercher. Ils n'eurent pas besoin de se concerter. Ils sautèrent hors de l'appareil et s'éloignèrent rapidement. Main dans la main, ils traversèrent une piste devant le nez d'un engin qui freina pile et s'enfoncèrent sous les arbres. Des milliers d'oiseaux chantaient dans les feuillages verts ou pourpres, autour des branches lumineuses. Les chuintements à peine audibles des moteurs au ralenti composaient un bruit de fond apaisant qui incitait à ne rien faire, à attendre, à se confondre avec la joie des oiseaux et des feuilles. Dans la lumière verte et dorée, ils arrivèrent au bout d'une nouvelle file d'engins longue distance. Le dernier venait à peine d'y prendre sa place. Un voyageur en descendait. Païkan leva son arme et tira à faible puissance. L'homme fut projeté et traîné au sol, assommé. Païkan courut vers lui, le prit sous les bras, le traîna sous une branche basse et s'accroupit près de lui. Il eut énormément de peine à lui arracher sa clé. L'homme était gras, sa bague enfoncée dans la chair. Il dut cracher sur le doigt pour parvenir à la faire glisser. Quand la bague céda enfin, il était prêt à couper le doigt, la gorge, n'importe quoi pour emporter Eléa loin de Koban et de la guerre. Ils montèrent dans l'engin encore chaud, et Païkan enfonça la clé dans la plaque de commande. Au lieu du signal bleu, ce fut un signal jaune qui se mit à palpiter. La porte de l'engin se ferma en claquant, et le diffuseur de bord se mit à hurler « Clé volée, clé volée !» À l'extérieur de l'engin, un avertisseur couinait. Païkan tira sur la porte. Ils bondirent au dehors et s'éloignèrent à l'abri des arbres. Derrière eux, l'avertisseur continuait de pousser son appel grinçant et le diffuseur de crier « Clé volée, clé volée !» Les voyageurs qui se dirigeaient vers les engins ou en sortaient prêtaient peu d'attention à l'incident. Des soucis plus graves les faisaient se hâter. Au-dessus de l'entrée des 13 rues, une énorme image montrait la bataille de la Lune. Les 2 camps la bombardaient avec leurs armes nucléaires, la hérissant de champignons, creusant de gigantesques cratères, fissurant ses continents, vaporisant ses mers, dispersant son atmosphère dans le vide. Les passants s'arrêtaient, regardaient un instant, repartaient plus vite. Chaque famille avait un allié ou un parent dans les garnisons de la Lune ou de Mars. Au moment où Eléa et Païkan s'engouffraient dans la 11e rue, la cheminée d'arrivée du parking livra passage à une grappe d'engins de l'université qui se dirigèrent vers toutes les pistes et toutes les entrées. La 11e rue était pleine d'une foule fiévreuse. Des groupes s'aggloméraient devant les images officielles qui transmettaient les nouvelles de la Lune ou la dernière déclaration du président.
De temps en temps, quelqu'un qui n'avait pas encore entendu ces paroles enfonçait sa clé dans la plaque son. Et Locane prononçait une fois de plus les mêmes mots rassurants. Ce n'est pas encore la guerre. Qu'est-ce qu'il leur faut? Cria un garçon maigre au torse nu, aux cheveux courts. C'est déjà la guerre si vous l'acceptez. Dites non avec les étudiants, non à la guerre. Non, non, non. Sa protestation ne souleva aucun écho. Les gens proches de lui s'éloignèrent et se dispersèrent isolés ou main dans la main. Ils avaient conscience que crier non ou oui ou n'importe quoi ne servait plus maintenant à quoi que ce fût. Eléa et Païkal se hâtaient vers l'entrée de l'ascenseur en commun, espérant se glisser dans la foule pour gagner la surface. Une fois dehors, ils aviseraient. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir maintenant. Les gardes-verts apparaissaient déjà au bout de la rue. Ils barraient d'une triple file toute la largeur de la voie et avançaient en vérifiant l'identité de chacun. La foule s'inquiétait et s'énervait. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Un espion. Un Dénisor. Il y a un Dénisor dans la 5e profondeur. Tout un commando Dénisor, des saboteurs. Attention, écoutez et regardez. L'image de Koban venait de surgir au milieu de la rue. Elle se répétait tous les 50 pas, dominant la foule et les arbres, répétant le même geste et prononçant les mêmes paroles. Écoutez et regardez. Je suis Koban. Je cherche Eléa 3190791. Voici son visage. Un portrait d'Eléa, pris quelques heures plus tôt dans le labo, sauta à la place de Koban. Eléa se tourna vers Païkal et blottit son visage dans sa poitrine. « Ne crains rien, » dit-il doucement. Il lui caressa la joue, glissa une main sous son bras, défit l'extrémité de sa bande de buste, lui dénuda une épaule et, avec la partie de la bande ainsi dégagée, lui enveloppa le cou, le menton, le front et les cheveux. C'était une tenue que les hommes et les femmes adoptaient parfois, qui ne la ferait pas remarquer, et qui laissait peu de possibilités de la reconnaître. Je cherche cette femme pour la sauver. Si vous savez où elle est, signalez-la. Mais ne la touchez pas. Écoutez, Eléa. Je sais que vous m'entendez. Signalez-vous avec votre clé en l'enfonçant dans n'importe quelle plaque. Signalez-vous et ne bougez plus. Écoutez et regardez, je cherche cette femme, Eléa 3190791. Un homme l'a reconnue. C'est un sans-clé. Il l'a reconnue à ses yeux. Il n'y a pas de bleu aussi bleu dans les yeux d'aucune autre femme, ni à Gondasset, ni peut-être dans tout le continent. L'homme est appuyé contre le mur, entre deux troncs grimpants, sous les branches où pendent les machines distributrices d'eau, de nourriture et des 1000 objets nécessaires ou superflus qu'on peut obtenir avec sa clé. Lui ne peut plus rien obtenir. Il est un paria, un sans-clé. Il n'a plus de compte. Il ne peut vivre que de mendicité. Il tend la main, et les gens qui viennent se servir dans la forêt des machines multicolores lui donnent le fond d'un gobelet, ou un peu de nourriture qu'il mange ou glisse dans son sac de ceinture. Pour cacher la honteuse nudité de son doigt sans bague, il porte autour de la phalange du majeur un ruban noir. Il a vu Eléa se blottir contre Païkal, et celui-ci lui dissimulait le visage. Mais quand elle a relevé la tête pour regarder Païkal, il a vu ses yeux, et il a reconnu les yeux bleus de l'image. Les gardes-verts approchaient lentement, inexorablement. Chaque personne interpellée enfonçait sa clé dans une plaque fixée au poignet du garde. Celle de toute personne recherchée y serait restée enfoncée et fixée, la faisant prisonnière. Eléa et Païkal s'éloignèrent. Le sans-clé les suivit. Ils n'avaient jamais pris l'ascenseur en commun, fréquenté surtout par les moins bien désignés, ceux qui ne se tenaient pas par la main et avaient besoin de la compagnie des autres. Ils surent qu'ils ne le prendraient pas davantage maintenant.
Les portes pivotantes ne laissaient passer qu'une personne à la fois, avec sa clé enfoncée dans la plaque. Il ne prendrait ni cet ascenseur, ni aucun autre, ni les avenues de transport, ni nourriture, ni boisson. Rien. Il ne pouvait plus rien obtenir. Une image gigantesque d'Eléa emplit brusquement toute la largeur de la rue. L'université cherche cette femme. Eléa 3 19 07 91. Elle la cherche pour la sauver. Si vous la voyez, ne la saisissez pas, ne la touchez pas. Suivez-la et signalez-la. Nous la cherchons pour la sauver. Écoutez, Eléa. Je sais que vous m'entendez. Signalez-vous avec votre clé. Il me regarde, dit Eléa. Non, dit Païkan. Ils ne peuvent pas te reconnaître. Vous la reconnaîtrez à ses yeux, quel que soit son camouflage. Regardez les yeux de cette femme. Nous la cherchons pour la sauver. Baisse les paupières. Regarde par terre. Une triple file de gardes verts déboucha au carrefour de la 11e rue et de la transversale et s'avança à la rencontre des autres. Il n'y avait plus d'issue. Païkan jeta autour de lui un regard désespéré. Regardez bien les yeux de cette femme. Chacun des yeux de l'image était grand comme un arbre, et le bleu de l'iris était une porte ouverte dans le ciel de la nuit. Les paillettes d'or y brillaient comme des feux. L'image tournait lentement pour que chacun pût la voir de face et de profil. Accablée par cette présence démesurée d'elle-même, Eléa baissait la tête, courbait le dos, crispait sa main sur la main de Païkan qui l'entraînait vers les portes de l'avenue, dans l'espoir de s'y faufiler par la sortie. L'image impalpable leur barrait la route. Ils arrivèrent tout près d'elle. Eléa s'arrêta et leva la tête. Du haut de son visage gigantesque, ses yeux immenses la regardaient dans les yeux. « Viens, » dit doucement Païkan. Il la tira vers lui. Elle se remit à marcher. Un brouillard de 1000 couleurs frissonnantes l'enveloppa. Ils étaient entrés dans l'image. Ils en émergèrent devant les portes d'accès de l'avenue. Les battants de la sortie s'ouvrirent brusquement sous la poussée d'une foule d'étudiants qui couraient. Garçons et filles, tous avaient le torse nu, extrêmement maigres. Les filles s'étaient peint sur chaque sein un grand X rouge, pour nier leur féminité. Il n'y avait plus ni filles ni garçons, rien que des révoltés. Depuis le début de leur campagne, ils jeûnaient un jour sur 2, et le 2e jour ne mangeaient que la ration énergétique. Ils étaient devenus durs et légers comme des flèches. Ils couraient en scandant le mot Pao qui signifiait non, dans les 2 langues Gonda. Païkan et Eléa s'enfoncèrent parmi eux à contre-courant pour franchir les battants avant qu'ils se referment. Pao, 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 Pao. Les étudiants les bousculaient et les entraînaient. Ils repartaient en avant, Païkan écartant la foule comme une étrave. Les étudiants se cognaient sur eux, glissaient à gauche et à droite, semblaient ne pas les voir, hallucinés par la faim et par leurs cris répétés. Pao, 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 Pao. Ils parvinrent enfin à la porte, mais un bloc l'emplit et déborda, les repoussant devant eux. C'était une compagnie de gardes blancs de la police du conseil, au coude à coude, la main gauche armée. Froide, efficace, sans émotion. La police blanche ne se montrait que pour agir. Ses membres étaient choisis par l'ordinateur avant l'âge de la désignation. Ils ne recevaient pas de clé. Ils n'avaient pas de compte de crédit. Ils étaient élevés et entraînés dans un camp spécial au-dessous de la 9e profondeur, au-dessous même du complexe des machines immobiles. Ils ne montaient jamais à la surface, rarement au-dessus des machines. Leur univers était celui du grand lac sauvage dont les eaux se perdaient dans les ténèbres d'une caverne inexplorable. Sur ces rives minérales, ils se livraient sans arrêt à des batailles sans pitié les uns contre les autres. Ils se battaient,
dormaient, mangeaient, se battaient, dormaient, mangeaient. La nourriture qu'ils recevaient transformait en activité de combat leur énergie sexuelle inemployée. Quand le conseil avait besoin d'eux, il en injectait une quantité plus ou moins importante où le besoin s'en faisait sentir. Comme un organisme mobilise ses phagocytes contre un furoncle, et tout rentrait rapidement dans l'ordre. Ils étaient couverts, tête et pieds compris, d'un collant de matière blanche semblable à du cuir, qui ne laissait libre que le nez et les yeux. Personne n'avait jamais su quelle était la longueur de leurs cheveux. Ils portaient 2 armes G, également de couleur blanche, l'une à la main gauche, l'autre sur le ventre du côté droit. Ils étaient les seuls à pouvoir tirer des 2 mains. Le conseil les avait lancés dans la ville pour liquider la révolte des étudiants. Pao, 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 Pao. Le bloc des gardes blancs continuait à sortir, compact, des battants de l'avenue, et s'avançait vers les étudiants dont les jupes multicolores tourbillonnaient dans la rue, escaladaient les arbres. La foule, sentant venir le choc, s'enfuyait vers toutes les issues possibles. Bloquée par les gardes verts aux 2 extrémités de la rue, elle refluait vers les entrées des ascenseurs et de l'avenue. Une image nouvelle du président surgit à la voûte, horizontale, longue comme la rue, couchée au-dessus de la foule et par là. Une image parlante sans clé était si exceptionnelle que tout le monde s'arrêta et écouta. Même les gardes. Écoutez et regardez. Je vous informe que le Conseil a décidé d'envoyer le conseiller de l'amitié internationale à la Mousse, en priant le gouvernement Énisor d'y envoyer son ministre équivalent. Notre but est d'essayer de cantonner la guerre au territoire extérieur et de l'empêcher de s'étendre à la terre. La paix peut encore être sauvée. Tous les vivants des catégories 1 à 26 doivent gagner immédiatement leur emplacement de mobilisation. L'image fit un tête-à-queue et recommença son discours. Écoutez et regardez, je vous informe, Pao, 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 Pao. Les étudiants avaient formé une pyramide. Au sommet, une fille au sein barré, brûlante de foi, criait les bras en croix. Pao, Pao, ne l'écoutez pas. N'allez pas à vos emplacements. Refusez la guerre quelle qu'elle soit, dites non. Obligez le conseil à déclarer la paix. Suivez-nous. Un garde blanc tira. La fille emportée disparut dans la joue de l'image d'Eléa. Nous recherchons cette femme. Les gardes foncèrent en tirant. Pao, 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 Pao. La pyramide s'envola en morceaux qui étaient des garçons et des filles morts. Païkan voulut enfoncer sa main dans son arme, mais elle n'était plus à sa ceinture. Il l'avait perdue, sans doute au moment où il avait cru la remettre à sa place en sautant de l'engin. La masse blanche compacte des gardes allait les atteindre. La foule fuyait. Les étudiants criaient leurs cris de révolte. Païkan plaqua Eléa au sol et se jeta sur elle. Un garde blanc les enjamba en courant. Païkan lui saisit au vol la pointe d'un pied et le retourna d'un coup sec. La cheville craqua. Le garde tomba sans crier. Païkan lui écrasa son genou sur les vertèbres cervicales et tira la tête en arrière à 2 mains. Les vertèbres cassèrent. Païkan souleva la main gauche armée inerte et replia à fond les doigts enfoncés dans l'arme. Un paquet de gardes s'envola et s'écrasa contre le mur, et le mur pulvérisé disparut dans un nuage. Derrière la brèche ouverte, les pistes de l'avenue défilaient. La foule s'y engouffra en criant. Païkan et Eléa au milieu d'elle. Païkan emportait l'arme du mort. Les gardes blancs, indifférents, poursuivaient avec calme leur tâche d'extermination. Ils quittèrent l'avenue au rond-point du parking. Le parking, c'était le seul espoir, la seule issue. Païkan avait pensé à une autre façon de se procurer un engin. Mais il fallait arriver jusqu'à lui. Au centre du rond-point se dressaient les 12 troncs d'un arbre rouge.
Unis à la base, ils s'évasaient en corolle, se tenaient par leurs branches communes comme des enfants qui font une ronde. Très haut, leurs feuilles pourpres cachaient la voûte et frémissaient sous la multitude des pattes et des chants et des ailes des oiseaux cachés. Autour de leurs pieds communs, tournait un ruisseau au fond duquel de petites tortues lumineuses soulevaient de leurs têtes plates des galets presque transparents pour y chercher des vers et des larves. Haletante de soif, Eléa s'agenouilla au bord du ruisseau. Elle prit de l'eau dans ses mains et y plongea sa bouche. Elle la recracha avec horreur. « Elle vient du lac de la première profondeur, » dit Païkan. « Tu le sais bien. » Elle le savait, mais elle avait soif. Cette merveilleuse eau claire était amère, salée, putride et tiède. C'était imbuvable, même à la minute de la mort. Païkan releva doucement Eléa et la serra contre lui. Il avait soif. Il avait faim. Il était plus éprouvé qu'elle car il n'avait pas le soutien du sérum universel. Aux branches au-dessus d'eux pendaient 1000 machines qui leur proposaient, en 1000 couleurs mouvantes, des boissons, de la nourriture, des jeux, du plaisir, du besoin. Il savait qu'il n'avait même pas la ressource de briser l'une ou l'autre, car à l'intérieur, il n'y avait rien. Chacune fabriquait ce qu'elle avait à fabriquer, à partir de rien, avec la clé. « Viens », dit doucement Païkan. La main dans la main, ils s'approchèrent de l'entrée du parking. Elle était barrée par 3 fils de garde verts. Dans chaque rue qui aboutissait au rond-point, une triple file s'avançait, refoulant devant elle des foules énervées et de plus en plus denses. Païkan enfonça sa main dans l'arme, la décolla de sa ceinture, se tourna vers l'entrée du parking et leva l'avant-bras. « Non, » dit Eléa, « ils ont des grenades. » Chaque garde portait à la ceinture une grenade S transparente, fragile, pleine de liquide vert. Il suffisait qu'une seule se brisât pour que toute la foule fût immédiatement endormie. Eléa portait en sautoir le masque qui lui avait déjà servi à l'université et dans les profondeurs de la piscine, mais Païkan n'en avait pas. « Je peux rester 2 minutes sans respirer, » dit Païkan. « Mets ton masque, et dès que j'aurai tiré, fonce. » Une image d'Eléa s'alluma brusquement au milieu de l'arbre rouge, et la voix de Koban s'éleva. « Vous ne pourrez pas sortir de la ville. Toutes les issues sont gardées. Eléa, où que vous soyez, vous m'entendez. Signalez-vous avec votre clé. Païkan, pensez à elle et non à vous. Avec moi c'est la vie, avec vous c'est la mort. Sauvez-la. » « Tire, » dit Eléa. Il respira à fond et tira à moyenne puissance. Les gardes s'écroulèrent. Des grenades se brisèrent. Une brume verte emplit d'un seul coup le rond-point jusqu'à la voûte. La foule plia sur les genoux, bascula, se coucha. Du toit de feuilles des 12 arbres, des dizaines de milliers d'oiseaux tombèrent comme des flocons de toutes les couleurs, estompés par la brume. Déjà Païkan entraînait Eléa en courant vers le parking. Il courait, il enjambait les corps étendus. Il restituait peu à peu l'air qui emplissait ses poumons. Il trébucha contre un genou levé. Il fit « Ah », inspira malgré lui, s'endormit d'un bloc et, entraîné par son élan, plongea la tête en avant dans un ventre couché. Eléa le retourna, le saisit sous les bras et se mit à le traîner. « Vous n'y arriverez pas toute seule, » dit une voix nasillarde. Près d'elle se dressait le sans-clé, le visage caché par un masque d'un vieux modèle rapiécé et maintenu par des attaches de fortune. Il se baissa et prit les pieds de Païkan. « Par ici, » dit-il. Il conduisit Eléa et leur fardeau vers le mur, dans un recoin entre 2 troncs grimpants. Il posa Païkan et regarda autour de lui. Il n'y avait pas un seul vivant debout à portée de vue.
Il tira de sa besace une tige de fer façonnée, l'enfonça dans un trou du mur, tourna et poussa. Le pan du mur entre les deux troncs s'ouvrit comme une porte. Vite, vite. Un engin de l'université se posait à l'entrée du parking. Ils soulevèrent Païkan et entrèrent dans le trou noir. Le réveil était aussi brusque que la chute dans le sommeil. Aussitôt soustrait à l'influence de la brume verte, Païkan ouvrit les yeux et vit le visage de Léa. Elle était à genoux près de lui. Elle tenait sa main droite entre ses deux mains et elle le regardait avec angoisse. Le voyant s'éveiller, elle soupira de bonheur, lui sourit, abandonna sa main et s'écarta pour qu'il pût regarder autour de lui. Il regarda et ne vit que du gris, des murs gris, le sol gris, la voûte grise, et en face de lui l'escalier gris. Assez large pour laisser s'écouler une foule, il montait désert, vide, nu, interminablement, dans le gris et le silence, et y disparaissait. Sur la gauche, un autre escalier aussi large et vide descendait en tournant dans le gris qui l'absorbait. Des volets plus étroites et des couloirs en pente creusaient les murs dans toutes les directions, vers le bas, vers le haut. Une couche de poussière grise couvrait uniformément le sol, les murs et les voûtes. « L'escalier, » dit Païkan. « Je l'avais oublié. »« Tout le monde l'a oublié, » dit le sans-clé. Païkan se leva et regarda l'homme. Il était gris lui aussi. Ses vêtements et ses cheveux étaient gris, sa peau d'un rose gris. « C'est vous qui m'avez amené ici ?»« Oui, avec elle. C'est elle qu'il cherche, n'est-ce pas ?» Il parlait à mi-voix, sans éclat, sans timbre. « Oui, c'est moi, » dit Eléa. « Ils ne penseront pas tout de suite à l'escalier. Personne ne l'utilise plus depuis très longtemps. Les portes ont été condamnées et camouflées. Ils auront de la peine à les retrouver. » Trois hommes gris surgirent en silence d'un couloir déclinant. En voyant le groupe, ils s'arrêtèrent quelques instants puis s'approchèrent, regardèrent Eléa et Païkan, et repartirent sans avoir dit un mot par les marches principales vers le haut. Ils étaient un peu de gris mouvant dans le gris immobile. Ils devenaient de moins en moins visibles, de plus en plus petits vers le haut, gris sur gris, indiscernables. On les devinait tout à coup, parce que l'un d'eux, au lieu de continuer tout droit, avait fait un pas de côté, point gris qui bougeait sur du gris. Puis plus rien que le gris qui ne bougeait plus. Leurs pieds sur les marches avaient écrasé la poussière sans la déplacer. Elle se regonflait lentement derrière eux, effaçant la trace de leurs pas, de leur passage, de leur vie. La poussière n'était pas pulvérulente, mais feutrée, compacte, solidaire, sorte de tapis aéré, fragile et stable. C'était la doublure de cet envers du monde. « Si vous voulez monter jusqu'à la surface, » dit l'homme de sa voix qui était juste, tout juste assez forte pour qu'on l'entendît. « Il y a 30 000 marches. Il vous faudra un jour ou deux. » Païkan répondit en étouffant instinctivement sa voix. Le silence était comme un buvard dans lequel on avait peur d'entendre les mots s'enfoncer et disparaître. « Ce que nous voulons, c'est arriver au parking, » dit-il. « Celui de la 5e profondeur est plein de gardes. Il faudrait monter ou descendre d'une profondeur. Descendre sera plus facile. » Le sans-clé plongea sa main dans sa besace, en sortit des sphérules de nourriture et les leur tendit. Pendant qu'il les laissait fondre dans leur bouche, il nettoya du tranchant de la main la poussière qui ouatait une sorte de cylindre courant à hauteur d'homme le long du mur, et y enfonça par 2 fois une lame. Un double jet d'eau se mit à couler. Eléa, la bouche ouverte,
se jeta sous la mince colonne transparente. Elle s'étrangla, toussa, éternua, rit de bonheur. Païkan buvait dans ses 2 mains en coupe. Ils avaient à peine étanché leur soif quand le double jet diminua et tarit. La conduite d'eau avait réparé ses fuites. « Vous boirez de nouveau plus loin, » dit l'homme. « Dépêchons-nous. Il y a 300 étages à descendre pour atteindre la 6e profondeur. » Il prit un escalier sur la droite. Ils le suivirent. Il courait presque sur les marches, avec une sûreté née d'une longue fréquentation de l'escalier et de son vêtement de poussière. Il traversa un étroit palier, prit un escalier perpendiculaire, puis un autre, un autre, un autre. Il tournait à gauche, à droite, bifurquait, zigzaguait sans hésitation, tombant et descendant d'étage en étage toujours plus bas. La main dans la main, Eléa et Païkan descendaient derrière lui, s'enfonçaient dans l'épaisseur grise. Parfois, ils rencontraient, croisaient ou dépassaient d'autres sanglés silencieux, qui se déplaçaient sans hâte, seuls ou par petits groupes. Le complexe de l'escalier était leur univers. Ce corps abandonné, idée, ce squelette creux vivait de leur présence furtive. Ils avaient pratiqué des ouvertures clandestines, rouvert des portes inconnues par lesquelles ils se faufilaient dans le monde du bruit et de la couleur. Juste le temps qu'il fallait pour se procurer l'indispensable, par la mendicité ou la rapine. Puis ils rentraient à l'intérieur du gris, dont ils avaient pris peu à peu la teinte. La poussière du sol avalait le bruit des pas, celle des murs le bruit des paroles. Le silence qui les entourait entrait en eux et les faisait taire. Étourdis, courant, sautant des marches, Eléa et Païkan suivaient leur guide qui fonçait. Il leur expliquait tout, par quelques mots, des morceaux de phrases à peine parlées, chuchotés presque. Il disait la famine quand les gens de la couleur ne voulaient pas donner. Alors ils étaient réduits à manger des oiseaux ronds. Il en montra un qui s'enfuyait devant eux. Il était gros comme le poing. Il était gris. Il n'avait pas d'ailes. Pour traverser un palier, il courut à toute vitesse sur ses pattes maigres. Arrivé en haut des marches, il s'élança, cacha sa tête et ses pattes sous ses plumes, et roula, rebondit comme une boule jusqu'en bas. Ils en virent plusieurs qui grattaient le sol et extirpaient du bout du bec de gros vers gris qui creusaient leurs galeries dans l'épaisseur de la poussière et se nourrissaient d'elle. Eléa conservait ses forces et son souffle, mais Païkan dut s'arrêter. Ils se reposèrent quelques instants, assis au bas d'une volée de marche. Dans une encoignure du palier, une petite flamme brûlait. 3 silencieux accroupis faisaient cuire des oiseaux ronds, qu'ils tenaient par les pattes au-dessus d'un feu de poussière. L'horrible odeur de la viande rôtie parvint jusqu'à eux et souleva le cœur de Païkan. « Continuons, » dit-il. Au moment où il se levait, de grands coups retentirent dans un des murs. Les 3 silencieux s'enfuirent en emportant leur proie à moitié crue. Un fragment de mur vola en morceaux. « Vite !» dit le sanglé. « C'est une ancienne porte. Ils l'ont trouvée. » Il les repoussa devant lui vers le haut. Ils remontèrent la volée de marche 4 à 4. Sur le palier, le pan de mur s'effondra et les gardes verts entrèrent. Les 3 fugitifs dévalaient à toute allure un couloir en pente, chassant devant eux une troupe d'oiseaux ronds qui roulaient, sortaient leurs pattes pour accélérer leur vitesse et s'élançaient de nouveau de plus en plus vite, sans un piaillement d'effroi, ronds roulant silencieux et gris. Du fond du couloir, devant eux, la voix de Koban s'éleva. Elle était étouffée, désincarnée par les feutres de poussière. Elle paraissait toute proche et venir exténuer du bout du monde. « Écoutez, Eléa, nous savons où vous êtes. Vous allez tout perdre. Ne bougez plus, nous vous rejoignons.
Ne bougez plus. Le temps presse. Le piétinement sourd des gardes venait au-devant d'eux, derrière eux, au-dessus d'eux. Le sanglé s'arrêta. Ils sont partout, dit-il. Païkan enfonça la main dans son arme. Attendez, dit l'homme. Il s'agenouilla, fit un trou avec les mains dans le tapis de poussière, colla son oreille au sol et écouta. Il se releva d'un bond. Oui, dit-il. Tirez là. En venant se réfugier derrière Païkan, il montrait le sol dénudé. Païkan tira. Le sol trembla. Des pans de poussière déchirés volèrent dans le couloir. Plus fort. Païkan tira de nouveau. Le sol s'ouvrit en rugissant. Sautez. Le sanglé donna l'exemple et sauta dans le gouffre d'où montait un bruit de fleuve. Ils sautèrent derrière lui, tombèrent dans l'eau amère et tiède. Un courant puissant les emporta. Eléa revint à la surface et chercha Païkan. L'eau était légèrement phosphorescente, plus brillante dans le remous et les tourbillons. Elle vit le visage de Païkan qui émergeait. Ses cheveux brillaient d'une lumière verte. Il lui sourit et lui tendit la main. Le plafond en pente s'enfonçait dans le courant qui s'écoulait par un siphon. Au centre du tourbillon apparut une boule brillante, la tête du sanglé. Il leva la main, fit signe qu'il plongeait et disparut. Eléa et Païkan commencèrent à tournoyer et furent aspirés par la profondeur. Main dans la main, jambes abandonnées, sans poids, ils s'enfonçaient dans l'énorme épaisseur d'un muscle d'eau palpitant et tiède. Ils tombaient à une vitesse fantastique, tournoyaient étendus autour de leurs mains jointes, prenaient des virages qui les jetaient contre des parois feutrées de milliards de radicelles, émergeaient au sommet d'une courbe, respiraient, repartaient, aspiraient, entraînaient toujours plus bas. L'eau avait un goût de pourriture et de sel chimique. C'était le grand courant issu du lac de la première profondeur. À la sortie du lac, il traversait une machine immobile qui lui ajoutait les nourritures réclamées par les plantes. Il descendait ensuite d'étage en étage, dans les murs et dans les sols, et baignait les racines de toute la végétation enterrée. Une chute verticale se termina par un ample virage et une remontée qui les rejeta au milieu d'un geyser de bulles phosphorescentes. Ils retrouvèrent l'air à la surface d'un lac qui s'écoulait lentement vers un porche sombre. Une multitude de colonnes tordues, les unes épaisses comme 10 hommes, d'autres minces comme un poignet de femmes, descendaient du plafond et s'enfonçaient dans l'eau où elles se ramifiaient et s'épanouissaient. C'était un peuple luisant de racines. Sur l'une d'elles, torve, était assis le sanglé. Il leur cria « Grimpez, vite !» Eléa se hissa jusqu'à une boucle presque horizontale et tira Païkan sur qui pesait la fatigue. L'eau luisait et coulait sur les longs serpents végétaux avec un bruit de caresse. Du porche sombre venait de temps en temps le bruit sourd d'un remous. Une lumière pâle montait de l'eau, coulait des racines, froide, visqueuse, verte. De toutes parts dans le lac, des points ronds lumineux d'un rose vif accouraient vers les remous laissés par les 3 fugitifs. Ce fut bientôt au-dessous d'eux une ébullition de lumière rose frénétique. De temps en temps, quelques-unes de ces gouttes vives sautaient hors de l'eau comme des étincelles, essayaient de se coller aux jambes nues qui pendaient hors de leur portée. C'étaient des poissons minuscules, presque coupés en deux par leur bouche ouverte. « Les poissons amers, » dit le sanglé. « S'ils vous goûtent, ils achèvent tout, même les os. » Eléa frémit. « Mais qu'est-ce qu'ils mangent d'habitude ?»« Les racines mortes, tous les débris que le courant entraîne. Ce sont des nettoyeurs. »
Et quand il n'y a rien d'autre, ils se mangent entre eux. Il se pencha vers Païkan, frappa du poing le plafond qu'il touchait de la tête et dit « Parking ». Les racines qui plongeaient dans le lac étaient celles de la forêt du parking de la 6e profonde. Fin du chapitre 59. Chapitre 60. Païkan leva son arme et tira entre 2 rangées de racines. Une portion du plafond sauta. Par la brèche, un arbre géant s'écroula lentement. Ses branches entraînaient un engin dans lequel s'agitaient 2 silhouettes claires. Il tomba dans le lac, et l'arbre incliné l'enfonça et le maintint dans l'eau. C'était une vedette d'intervention de la police du Conseil, occupée par des gardes blancs. En un éclair rose, les millions de poissons lenticulaires furent sur eux et les attaquèrent par la portion découverte de leur visage, s'enfoncèrent par les yeux à l'intérieur de leur tête, et par le nez dans leur poitrine et dans leur ventre. L'engin s'emplit de rouge. Suivi du sang-clé, Eléa et Païkan grimpèrent le long des racines et des branches et prirent pied sur le sol du parking. Les étudiants y livraient aux gardes blancs une bataille sans espoir. Ils avaient trouvé, dans un engin cargo bloqué par la guerre, des barres et des billes d'or qui devaient servir à édifier sur la Lune des machines immobiles. Ils en bombardaient les policiers, en courant et se dissimulant derrière les arbres et les engins. C'étaient des armes dérisoires. Parfois, une d'elles faisait mouche et fêlait un crâne dans un éclair d'or. Mais la plupart n'atteignaient pas leur but. Les files de policiers s'enfonçaient entre les arbres comme des serpents blancs et tiraient à vue. Ils cueillaient les étudiants en pleine course et les jetaient, disloqués, contre les troncs ou dans les feuillages. Les branches craquaient et tombaient. Des engins éclataient en morceaux. Tous les oiseaux du parking avaient quitté la forêt et tournaient sous la voûte en une ronde affolée, hérissée de piaillements d'effroi. Ils traversaient l'image du conseiller militaire, aux cheveux noirs tressés, qui annonçait le refus du gouvernement Enizor d'envoyer un ministre à Lamos. Il ordonnait à tous les vivants de Gondawa de gagner leur poste de mobilisation. L'image sinistre de l'homme maigre s'éteignait, reparaissait un peu plus loin, recommençait son annonce. Au-dessus de l'entrée des 12 rues, tournait une image d'Eléa, un quart de tour à gauche, à droite, à gauche, à droite. L'université recherche cette femme, Eléa 3 19 07 91. Vous la reconnaîtrez à ses yeux. Nous la recherchons pour la sauver. Eléa, signalez-vous avec votre clé. À l'extrémité d'une piste, près de la cheminée d'envol, une petite foule avait bloqué un engin de forme oblongue, inusité en Gondawa. Un citoyen de Lamos qui l'occupait en fut extrait violemment. Il criait qu'il n'était pas Enizor, qu'il n'était pas un espion, qu'il n'était pas un ennemi. Mais la foule ne comprenait pas la langue Lamos. Elle voyait le vêtement étranger, les cheveux ras, le visage clair. Elle criait « Espion ! À mort !» Elle commença à frapper. Les étudiants volèrent au secours de l'homme. Les gardes blancs suivirent. Le Lamos fut écharpé, déchiré, mis en lambeaux, embouilli sous les pieds de la foule enragée. Les étudiants furieux hurlaient contre l'horreur et la bêtise. La foule folle cria « Étudiants, espions, vendus, à mort !» La foule arracha, déchira les jupes des étudiants et des étudiantes, arracha les cheveux, les oreilles, les seins, les sexes. Les gardes blancs tirèrent, nettoyèrent tout le tas, tout le coin, tout le monde. Le sang-clé eut un sourire triste et un geste d'amitié à ses 2 compagnons,
et s'éloigna en direction des 12 rues. Eléa et Païkan se hâtèrent vers une région plus calme du parking. La deuxième file d'engins longue distance était presque déserte, paisible. Un engin qui venait de descendre prenait sa place. Il stoppa, se posa, sa porte s'ouvrit et un homme apparut. Au moment de descendre, il s'arrêta, surpris pour écouter les cris de violence et les chocs sourds des armes. Les arbres l'empêchaient de voir. Mais le tumulte parvenait jusqu'à lui. Il sauta à terre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à Païkan. Celui-ci, pour toute réponse, leva vers lui sa main gauche gantée de larmes blanches et de la main droite lui arracha son arme qu'il envoya au loin. « Remontez vite !» Comprenant de moins en moins, l'homme obéit. Païkan le fit asseoir, lui prit la main et enfonça sa clé dans la plaque élastique. Interminable attente d'un instant de silence. Puis, brusquement, le voyant palpita. Païkan poussa un profond soupir et, de sa main droite, ferma la bouche de l'homme. « Destination ?» demanda le diffuseur. « Lamos, premier parc. » Il y eut un court ronronnement, suivi d'un clap. « Crédit suffisant, destination enregistrée. Retirez votre clé. Départ. » Païkan arracha l'homme à son siège et le jeta dehors, en lui criant des remerciements et des excuses. Déjà la porte claquait, l'engin décollait, tournait sur lui-même et gagnait la piste. Il s'engagea sur la rampe de sortie. Le diffuseur de bord parla. « L'université recherche Eléa, 3190791. Eléa, signalez-vous avec votre clé. » La cheminée de départ happa l'engin qui jaillit vers le haut. Il sortit de la bouche et monta dans la nuit extérieure. Depuis qu'ils vivaient à la surface, Eléa et Païkan avaient perdu l'habitude de la lumière perpétuelle des villes enterrées. C'était le jour quand ils avaient quitté le parking. Ils pensaient trouver le jour à l'extérieur. Mais la terre et le soleil avaient continué leur course, et la nuit était venue avec ses peuples d'étoiles. Ils s'allongèrent côte à côte sur le lit de parcours, et la main dans la main, sans dire un mot, se laissèrent envahir par la douceur et le silence infini. Ils montaient dans la nuit et la paix, vers le ciel étoilé. Ils oubliaient la terre et ses horreurs absurdes. Ils étaient ensemble. Ils étaient bien. Chaque instant de bonheur était une éternité. Ils coiffèrent les cercles d'or dont le lit était muni et abaissèrent tous les deux la plaque frontale. Ils avaient tellement l'habitude de communiquer ainsi que chacun pouvait recevoir de l'autre le contenu de sa mémoire en même temps que, sans avoir besoin d'y penser, il lui faisait part de ce que contenait la sienne. L'échange s'effectuait à une vitesse instantanée. Il coiffait les cercles, fermait les yeux, abaissait la plaque et aussitôt, il n'avait plus qu'une seule mémoire, qu'un seul passé. Chacun se souvenait des souvenirs de l'autre comme s'ils étaient siens. Il n'était plus deux êtres qui croient se connaître et se trompent, mais un seul être sans trace d'ombre, solidaire et solide en face du monde. Ainsi Païkan sut tout du projet de l'abri, et de chaque instant vécu par Eléa entre le moment où on les avait séparés et celui où elle l'avait rejoint. Ainsi connut-il la façon dont elle avait recouvré la liberté. L'apprenant elle-même, il en souffrit pour elle, sans reproche, sans jalousie. Il n'y avait pas de place entre eux pour des sentiments de cet ordre, car chacun, connaissant tout de l'autre, le comprenait absolument. Ils ôtèrent en même temps les cercles d'or et se sourirent, dans une communion totale, un bonheur parfait d'être ensemble, de n'être qu'un dans leur propre connaissance, et deux pour la partager et multiplier leur joie.
comme deux mains d'un même corps qui caressent le même objet, comme deux yeux qui donnent au monde sa profondeur. Le diffuseur de bord parla. Nous atteignons le niveau 17. Nous allons commencer le vol horizontal vers Lamos. Allure autorisée, vitesse 9 à 17. Quelle vitesse désirez-vous? Le maximum, dit Païkan. Maximum, vitesse 17 enregistrée. Attention à l'accélération. Malgré l'avertissement, le déplacement horizontal pressa Eléa contre la coque et roula Païkan par-dessus elle. Elle se mit à rire, prit à deux mains ses longs cheveux blonds encore humides, lui mordilla le nez, les joues, les lèvres. Il ne pensait plus à leurs épreuves, aux menaces, à la guerre. Il volait vers un havre de paix. Peut-être momentané, précaire, illusoire, et où de multiples problèmes se poseraient en tout cas pour eux. Mais ses soucis étaient pour demain, pour tout à l'heure. Vivre les malheurs d'avance, c'est les subir deux fois. Le moment présent était un moment de joie. Il ne fallait pas l'empoisonner. Il fut coupé net par le hurlement des hurleurs d'alerte dans le diffuseur. Glacés, ils se redressèrent. Un signal rouge clignotait sur la plaque de commande. « Alerte générale », dit le diffuseur. « Tous les vols sont annulés. Nous retournons au parking par la voie la plus courte. Vous devez gagner immédiatement vos emplacements de mobilisation. » L'appareil vira et commença une descente vertigineuse en oblique. Au sol, à travers la coque transparente, on voyait le balai affolé des maisons de loisirs se rapprocher à une vitesse grandissante, et l'entonnoir de la bouche aspirait les bulles lumineuses qui tournaient au-dessus d'elle en attendant leur tour. L'engin ralentit et vint prendre sa place dans la ronde. Tous les appareils en surface avaient reçu l'ordre de rentrer. Maison ou engin. Ils étaient des milliers à tourner au-dessus de la bouche qui aspirait les plus proches à pleine ouverture. Leur ronde couvrait tout le lac et la forêt. « Ils nous ramènent dans la ville, dans le piège, » dit Eléa. « Il faut sauter. » Ils étaient en train de survoler le lac à vitesse réduite, à une hauteur raisonnable pour un saut. Mais les portes étaient bloquées pendant le vol. Déjà, ils quittaient le lac et survolaient la masse compacte des arbres. Païkan tira dans la plaque de commande. L'appareil se cabra et amorça une montée, redescendit, remonta en balançoire, perdant chaque fois de l'altitude, à la façon d'une feuille d'automne qui tombe. Il rasa la cime de la forêt, remonta, redescendit et fracassa le sommet d'un tronc géant couronné de palmes. Il y resta planté, comme une pomme sur un crayon. Fin du chapitre 60.